peut carrément parler de chat, hein, si vous voulez. Là, on parlait de chien. Ah, qui veut un chien? Moi. Non, on veut. Donc, j'ai un dog En fait, En fait, il faut que j'habite dans ton immeuble et qu'on prenne un chien. un chien en particulier? Un golden. Ok. Ah oui, un golden. Et après, un berger australien. Ouais. Mais ça, Ok. c'est quand on aura la maison. Big family. Ok. Ouais, on c'est veut ça. une maison ensemble. Oui. Ok. Coucou guys, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Comme je l'avais annoncé en début de saison, à partir de cette année, j'ouvre le champ des invités. En plus des drags que vous pouvez entendre à mon micro, j'ai aussi envie d'entendre d'autres artistes qui incarnent selon moi une forme de flamboyance. Et c'est le cas dans cet épisode qui sera non pas à 2 mais à 3 voix. En effet, aujourd'hui je reçois 2 artistes que j'aime beaucoup et que vous avez peut-être vu dans la playlist flamboyante que j'ai postée sur Instagram. Il faut venir, hein, vous loupez des choses sinon. Il s'agit de Johanna et Chéri. Dans l'épisode, on parle de l'envie de musique, de la question de l'authenticité dans la création et du besoin de lâcher prise. On a parlé de notre rapport à la lumière, on cite Mylène Farmer, Chris et Caroline Polachek, Camp Rock, Rosalia et Lady Gaga. Autant vous dire que le programme est chaud, le programme est bon, alors let's go, ça part. Coucou Chéri. Coucou. Coucou Johanna. Coucou. Merci d'être là, comment ça va? Oh, Ah, ça c'est va, hein. bien. Ouais. C'est le matin, faut leur dire. Ouais. C'est pas trop C'est tôt? tout doux. Il est super tôt, il est 11h30. Toujours plus, toi, putain. C'est quoi votre définition de la pop musique et quelle est sa place dans le paysage musical aujourd'hui? C'est art pop de Lady Gaga parce que ça Ouais. vient absolument... Elle a tout foutu dedans et elle a mis tout ce qui, en tout cas moi, me traverse et me transporte. C'est dire que la pop musique, c'est de l'art contemporain et en faire quelque chose de complètement artistique, que ce soit visuellement, La performance. musicalement, la performance qu'elle a donnée pour présenter cet album, et de la performance aussi physique. Elle a travaillé avec Marina Abramovic, qu'on adore, avec Johanna. C'est pour moi, ça a été le tournant de la pop musique que j'aime, en tout cas. Et la façon dont elle l'a défendu. Elle arrêtait pas de dire, ah, pop music is art. Mais t'es totalement fan de Lady Gaga. Non. Si, complètement. Je suis complètement fan de Lady Ouais, Gaga. vraiment. Je suis complètement fan de cette Lady Gaga. Ah ok. Celle qui était complètement Plus folle. trop maintenant. Elle me parle moins, Ok. mais je l'aime toujours beaucoup et beaucoup Art beaucoup pop, c'est d'amour. ton era. Ouais, grave. Ok. Et toi, Johanna, Lady Gaga, Moi, j'adore fan Lady aussi? Gaga. Genre, j'ai vraiment écouté, depuis que je suis petite, j'écoute, genre, elle fait partie de mon ADN. Vraiment, pour moi, c'est la queen. Cette meuf, à cette époque-là, c'est vraiment la maîtrise de l'art, quoi. C'est-à-dire que toutes les couches du millefeuille, je dis toujours que la vie c'est un millefeuille, et du coup toutes les situations c'est un millefeuille, toutes les couches du millefeuille ont été travaillées Avec conscience. avec conscience. Et il y a aussi une touche de transcendance et de lâcher prise totale. En fait, c'est ça qui est beau, je trouve, c'est chez Lady Gaga, c'est que c'est pop et que tu peux aussi te dire que c'est lisse et que musicalement peut-être en plus aujourd'hui peut-être, mais que c'est un peu lissé et que c'est voilà. Mais en fait, c'est j'ai oublié ce que je voulais dire. Bah, elle est folle alliée, quoi. disons qu'elle assume qui elle est et ce qu'elle veut. Ouais. Et ses références. Et elle en recrache un truc d'assez universel. Ouais. C'est ça la Et pop pas en fait, parfait. je crois. Et pas parfait du tout. Genre, c'était n'importe quoi. Ouais. Est-ce qu'il faut se battre pour l'imperfection? Bah en fait, il faut, pour moi, je pense que c'est surtout savoir lâcher prise tout en maîtrisant. Faire de la pop, c'est pas genre, enfin c'est quand même beaucoup de réflexion, beaucoup de références, et en même temps de sincérité, de travail, de performance physique, enfin je sais pas, c'est vraiment genre, c'est hyper intense et en même temps, bah faut savoir aussi genre lâcher prise pour que l'émotion elle soit transmise au moment de. Ouais. La perfection, je pense qu'il faut qu'elle soit imparfaite. Il faut qu'elle soit genre pas propre du tout. Ouais. En tout cas, sinon quelque chose, ça donne quelque chose de trop lisse qui va parler à des gens qui ne parlent pas à moi en tout cas, mais ouais. Oui, ça aseptise quoi. Ouais. Faut pas que ce soit la quête. Non, pas du tout. Non. En fait, faut pas être consentir que c'est perfectionniste, l'objectif, mais fou. quoi. Enfin, Faut être fou, je pense. Ok. Ouais. Et ça va, genre vous avez de l'aisance à lâcher prise sur ça? Parce que souvent quand on est sur un projet, je sais que moi j'ai beaucoup de mal avec ce sujet-là parce que j'ai toujours envie que ce soit parfait, ou alors je vais, tu vois, réenregistrer un truc 10 fois, réécrire un mot
parce que t'as toujours l'impression que ça peut être mieux, etc. Alors qu'effectivement, en fait, je crois que plus tu cherches ça, moins t'es Ça authentique dépend. d'ailleurs au final. Je pense que ça dépend. Je pense que si tu le fais, c'est qu'il y a une raison. Oui, il faut que ce soit fait pour les Tu bonnes vois, raisons. genre si tu le fais, c'est que t'as un truc en tête et que tu voudrais l'atteindre, mais je pense que objectivement c'est pas parfait. Enfin, tu vois, genre, mais pour toi ça l'est et c'est comme ça que tu veux que les choses elles soient reçues. Donc c'est important d'écouter tu vois, ce besoin de recommencer jusqu'à ce que ça ressemble à ce que toi tu veux. Mais il faut trouver un équilibre entre ça et justement lâcher prise et laisser l'accident et sentir la beauté dans un truc accidentel, tu vois. Et pas rester avec des œillères sur un objectif. Il faut prendre du recul et je prends aussi du recul avec le micro. Parce que quelque chose qui est travaillé avec un peu perfectionnisme, et le perfectionnisme un peu rigide, s'il y a quelque chose qui se passe pas comme tu voulais que ça se passe, ça sonne faux, ça sonne pas bien et ça sonne. En vrai, c'est un peu toxique le perfectionnisme parce que en fait, enfin moi par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être. Enfin moi, je suis très perfectionniste quand je suis sur scène. Donc dès qu'il y a un truc qui dépasse, genre je me sabote, je me juge. Enfin c'est ça vraiment ça devient folle en fait. Enfin et en fait plusieurs fois ça m'est arrivé d'avoir le retour du public où genre en fait tout le monde me dit putain quand il s'est passé ça justement particulièrement le moment où j'ai commencé à vriller parce qu'il y avait un truc qui dépassait, les gens ont aimé ce moment. Donc en fait la seule chose que j'avais à faire c'est de lâcher prise sur la situation et non et en fait c'est là où il faut trouver l'équilibre, c'est que tant que t'as travaillé, que t'as fait le maximum que tu pouvais faire pour que ça ressemble à ce que tu voulais, il y a des choses que tu contrôles pas. En fait, c'est bon, quoi. Je sais que moi, parfois, quand je sors un épisode de Flamboyante, par exemple, quand je fais lire un texte, etc., ou écouter quelque chose, parce que il y a l'idée, effectivement, quand on crée, qu'on y met son cœur, sa tête, son corps, et qu'on pose un peu un genou à terre, tu vois, envers l'autre qui va recevoir. J'ai toujours un peu peur, parfois, de le montrer, de le partager, peur de la réaction. Est-ce que vous avez ce ressenti-là quand vous dévoilez un projet, à la fois au moment du processus, quand c'est le dévoilé à vos proches ou aux équipes avec qui vous collaborez, jusqu'au public? Je me sens insécure quand je fais écouter quelque chose où je sais que c'est pas encore là. Justement, on parlait de perfectionnisme, mais c'est pas encore là où ça me touche le plus et que peut-être que j'ai pas assez travaillé ça ou ça ou ça. Donc oui, il y a ça. Après, peut-être qu'il faut aussi parfois garder pour soi et jusqu'à ce que ça soit bon. Enfin, on sente que ça soit bon pour que l'autre soit. En fait, je pense qu'il faut être un peu genre aligné pour se protéger et pas prendre les retours comme une vérité. Est-ce que c'est pas dur parfois justement quand la chose te semble vraiment bonne pour toi et qu'elle compte, de la dévoiler au regard de l'autre? Moi, j'aime bien. Ouais, moi aussi. En fait, moi, je suis, en tout cas, peut-être musicalement, quoique mes textes aussi. En fait, aujourd'hui, là, je suis tellement sûr de ce que je fais que quand je le fais écouter, j'ai plus peur que la personne aime pas, mais par rapport au fait que c'est pas que ça va couper quelque chose entre nous, c'est juste que du coup, je vais me dire, par exemple, quelqu'un de mon équipe qui va pas aimer la musique que là, je suis en train de faire pour mon album et dont je suis certain, je serais un peu genre, et du coup, comment est-ce qu'on va la défendre ensemble? Parce que moi, je suis sûr que c'est cette musique. Mais souvent, au bout d'un moment, ils aiment après. Oui. En vrai. Il faut continuer. Il faut juste peut-être savoir pourquoi ils ont pas aimé. Et peut-être, si ça se trouve, c'est un truc qui est vraiment pertinent. Ouais. Mais ça, tu vois, rétrospectivement, du coup, ça me fait poser la question. Et je sais qu'avant, ça me stressait beaucoup. Et en fait, maintenant, je suis tellement sûre de ce que je fais. Alors qu'avant, non. Et je faisais pas ce que je voulais faire. C'est ça. C'est un peu le thermomètre de où tu te situes dans ta création, dans ton art et comment tu te sens, quoi. En fait, si t'es aligné, c'est bon. Il y a pas de besoin. La peur, elle devient pas plus grosse que toi, quoi. Mais quand t'es insécure parce que tu sais qu'au fond t'as pas fait vraiment ce que tu voulais, genre c'est la peur qui prend le dessus. Ouais. C'est toujours comme ça. Et la réception du public, pareil. Il y a plus d'attente.
le projet, il est fait, il est fini. Pour vous, c'est juste une délivrance? Après, il y a un espoir que du coup, ça va être bien Oui. reçu. Ouais. Et... Mais ça ne définit pas ce que tu penses de ton projet ou de ta Non, création, ça, non. quoi. Non, beau. c'est juste qu'après, c'est des projets qu'on aimerait voir vivre d'une certaine façon. Et prendre de l'ampleur. Bien sûr. Ouais. D'ailleurs, est-ce que certaines de vos chansons, pour ce qu'elles représentent, sont difficiles à interpréter ou même à entendre, de par l'émotion qu'elles vous procurent, du souvenir qu'elles évoquent? Ça dépend qui est dans la salle. Ouais, je pense qu'il y a des moments où tu retombes un peu. Je rejoins ce que tu dis. Les chansons changent de visage, ça c'est sûr. Et il y a des moments où, par exemple, la première fois que j'ai chanté Ce n'est pas si grave sur scène, c'était à la Maroquinerie. En fait, j'ai réalisé la gravité de ce que j'étais en train de dire parce que j'étais devant des gens et que les gens, du coup, j'ai senti que ça les traversait. Et la manière dont ça les a traversés, ça m'a permis de me rendre compte à quel point vivre ça, c'est... En fait, je sais pas comment dire, c'est comme si j'avais pas pris conscience, j'avais pas conscience de ce que j'avais écrit et de ce que j'avais vécu jusqu'à ce que je le dise sur scène. Oui, et là, tu vois que les mots n'appartiennent plus qu'à toi et qui résonnent C'est dans ça. les gens aussi qui sont autour. Et en fait, parfois, la réaction des gens, ça permet de te rendre compte de ce que t'es en train de... Enfin, de ce que t'as fait, de ce que t'as écrit, de ce que t'as créé, quoi. Je sais pas du tout c'est la question, mais... Non, si, c'est sublime. Johanna, dans ton album Where is the Light, ton album, il est décrit comme un diptyque entre les ténèbres et la splendeur. Moi, à l'écoute, je le perçois un peu comme une quête de vie. Je le trouve hyper ancré, à la fois très poétique et sincère, et parfois même dur, dans une démarche un peu de libérer le vécu, pour, je crois, porter un peu le sentiment au plus haut. Ouais. Et j'y vois aussi une dimension un peu spirituelle. Du coup, je voulais savoir, c'était quoi ton rapport avec la lumière? Waouh. Il est 11h50. Ouais. Mon rapport avec la lumière, il est... en fait, je sais pas trop parce que j'ai l'impression d'avoir... j'ai l'impression qu'il y a de la... En fait, comment dire? J'ai l'impression que dans un corps et un esprit, il y a plein d'endroits où il y a la lumière doit être allumée. Et j'ai l'impression d'avoir des endroits qui sont encore éteints et d'autres qui sont très très allumés. Par exemple, je sais pas, mon rapport quand j'écoute de la musique ou quand je fais quelque chose de créatif, quand je passe du temps avec mes amis, les gens que j'aime, quand j'aide les gens ou quand, je sais pas, ouais, c'est souvent autour des choses liées autour de l'amour et de la créativité. Là, j'ai l'impression d'avoir plein de lumière. Mais par exemple, ouais, l'amour que je peux me porter à moi-même ou je sais pas, des endroits qui sont un peu genre l'enfance ou les souvenirs, tout ça. Pour moi, c'est pas encore. Voilà. Donc, mon rapport à la lumière, je pense qu'il est pas encore équilibré. J'ai l'impression que je cherche encore à allumer quelques endroits. Mais pour moi, c'est vraiment vital d'avoir de la lumière en soi et c'est pour moi la lumière c'est la conscience en fait. Ouais. C'est genre quand t'as conscience de tes actes, de tes choix, de pourquoi tu penses comme ça, pourquoi t'as réfléchi comme ça, pourquoi t'as agi comme ça, et c'est aussi connaître tes traumatismes et travailler dessus. Voilà, pour moi c'est vraiment ça la lumière. Quand tu sais pas pourquoi t'es malheureux, quand tu sais pas, quand tu te rends pas compte que quand tu fais ça ou quand tu dis ça à quelqu'un, en fait tu lui fais du mal. Enfin, quand tu captes pas ce que tu fais, je pense que là il faut travailler la lumière. Enfin, voilà, je sais pas si c'est un peu perché ce que je dis, mais non, c'est une question d'émotion, quoi. C'est imagé, de ressenti, d'ancrage, de liberté, ouais. Et de soucis de soi et des autres. Ouais. La musique, pour vous, c'est essentiellement lumineux ou ça peut être douloureux? Les deux. Ouais. C'est douloureux. Non, je pense que ça rallume un peu la lumière quand même.
Ouais. Quand c'est douloureux, au bout d'un moment, ça devient lumière de Ouais, toute c'est façon. ça. Parce que c'est, Ça traite quand on l'info, met, genre. en tout cas, un moment douloureux dans une chanson, ça le guérit, j'ai l'impression. C'est ça. Ça fait traiter l'information. Ouais. Mais par d'autres chemins qu'un truc terre à terre. Puis nos chansons, elles changent de visage aussi. Par exemple, moi, j'ai sorti, du coup, maintenant, il y a 2 ans, une chanson qui s'appelle Nobody Loves Me, qui est une chanson qui parle de ma dépression profonde, mais qui a aussi un visage, le visage de quelqu'un qui cristallisait cette dépression. Et c'était une relation que j'ai plus maintenant depuis 4 ans. Cette personne est sortie de ma vie, je la vois plus. Et du coup, c'est plus son visage du tout. Et c'est le visage d'autres personnes, évidemment, qui quand j'écoute la chanson et quand je regarde le texte, ça a pris le visage d'autres personnes qui m'ont fait du mal depuis. Mais c'est aussi plus pour moi une chanson qui parle de cette dépression comme elle en parlait quand je l'ai écrite. C'est une chanson qui parle plutôt pour moi de ma guérison, le fait de la ressortir et d'être la personne que je suis aujourd'hui. Ça cristallise le fait qu'on peut guérir. Donc, L'art, ça guérit. c'était beaucoup douloureux et aujourd'hui c'est de la lumière pour moi, cette chanson. Est-ce que faire de la musique, c'est faire l'amour? Oui. 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 Grave. En vrai, c'est grave ça. Avec soi-même, On pourrait peut-être. dire genre, attends, il y a des gens qui sont en mode genre, tu préfères faire de la musique, faire l'amour. Ah ouais. Bah, de la faire de la musique, du coup. Moi aussi. En faisant l'amour. C'est pareil. Never. Ça va ensemble. Johanna, la musique, c'est arrivé comment dans ta vie? Alors, ben, en vrai, depuis que je suis... Enfin, moi, je suis fille unique. Et donc, en vrai, c'était un peu mon ami, quoi, la musique. Enfin, la musique m'a accompagnée, m'a permis de comprendre plein de choses, de comprendre ce que je ressens au moment de l'adolescence et tout ça. Et j'ai commencé... Enfin, ma mère m'avait inscrite au piano, donc j'ai fait un peu de piano, donc j'ai un peu étudié tout ça. À partir de mes 10 ans, 11 ans, j'avais un rituel où, genre, presque tous les soirs, je faisais du piano pour où je racontais ce que j'avais vécu, ou ce que j'avais sur le cœur, ou même parfois parce que mon père était malade et j'avais besoin de lui dire des choses que je ressentais, et du coup je lui faisais des chansons. Enfin, Donc, je passais t'écrivais vraiment aussi par des mots. ouais, je passais vraiment par les chansons pour exprimer en fait des trucs, et parce que Et tu j'avais... leur partageais? Ouais, bon, pour mon père, ouais. C'est beau. Après, les autres chansons, je les gardais un peu pour moi, ou alors des fois je faisais des petits concerts à mes parents parce que ils avaient trop envie d'écouter, et du coup voilà. Mais ouais, j'ai un rapport. Enfin, en fait, j'ai toujours un rapport à la musique comme quelque chose qui m'aide en fait, et qui me guide vers ce qui me fait du bien. Et en fait, après j'ai eu une période où j'ai un peu éteint la lumière partout, et j'ai pas fait de musique pendant quelques années. J'étais dans le déni un peu. J'avais plus envie de faire le point avec moi-même avec la musique. Et puis un jour, c'est revenu, j'étais obligée. En fait, j'ai pas le choix. Enfin, en fait, à un moment donné, il me manquait un truc dans ma vie, et j'ai recommencé à faire du piano, et après, j'ai commencé à faire des chansons sur des prods, etc. Et puis voilà. Et toi, chérie, comment c'est venu? J'ai appris un truc un peu fou hier, c'est que t'avais fait le Soldat Rose. Ouais. Non, mais cette info m'a déglingué. J'avais très envie de chanter. Pas forcément de faire autre chose, quoi. Ouais. Je voulais chanter. Je crois que j'avais 8 ans quand j'ai fait ça. Mais en fait, j'étais un enfant assez bizarre. Moi, quand j'étais petit, je parlais pas beaucoup et j'étais que dans la lune. Il fallait vraiment me prendre dans certains moments pour que je sois un peu plus jovial et tout ça. Et puis un jour, je sais pas, j'ai eu envie de chanter. Et du coup, je me souviens d'avoir je me souviens d'avoir pris mon petit casque avec mon baladeur CD, d'avoir installé délicatement le CD DL5 dedans et d'être allé chanter Une étincelle à mes parents Ok. en leur disant je veux prendre des cours de chant. Et en fait, j'avais pas du tout à me donner tout ce mal parce que Ah, tu leur as fait une démo, quoi. Ah ouais. Voilà pourquoi il faut Trop que vous... mignon. Eux, je pense que vraiment la seule chose qu'ils attendaient, c'est que justement je sois que je propose quelque chose Ouais, et en que je sois un peu capacité de plus dire ce que tu veux. illuminé aussi et du coup ils étaient genre mais bien sûr, et puis t'avais pas du tout à te donner tout ce mal, tu peux faire ce que tu veux. Et du coup ils m'ont inscrit à des cours de chant. Et après ma prof c'est
On est devenus très proches avec ma prof. Elle a dit à mes parents, mais il y a vraiment quelque chose, ils chantent vraiment très très bien. Et donc elle m'a inscrit aussi à des concours de chant, puis à des orchestres. Donc en fait, à partir de l'âge de 10 ans, tous les étés, je faisais 30 concerts par mois euh, parce que je faisais des orchestres, des cours de chant, tout ça. Et puis un jour, il y avait un directeur de casting dans une salle d'un concours de chant qui allait voir mes parents et qui a dit oui, on monte Émilie Joly. Et du coup, j'ai passé le casting, j'ai été pris et je suis parti en tournée pendant 3 ans avec Camille Joly. Dans toute la France, on a fait des salles immenses, c'était un truc de ouf. On a fait le théâtre antique d'Orange, on a fait des trucs de ouf. Et après, Émilie Joly, ça s'est arrêté. Et puis 1 an plus tard, cette même troupe a monté le Soldat Rose, la troupe de tournée. Et du coup, je suis entré dans le Soldat Rose. Et j'ai fait 1 an de Soldat Rose avec eux. Et après, j'ai arrêté. Et j'ai perdu ma voix. Oui, ça c'est une sacrée histoire aussi, c'est que et c'est un peu fort parce que en fait on t'a décelé un problème aux cordes vocales et les médecins t'ont expliqué que tu pourrais plus chanter. Ouais, j'ai eu une infection et je suis allé voir des phoniatres, plusieurs phoniatres, qui m'ont mis une caméra dans la gorge, c'est très désagréable d'ailleurs. Et oui, on m'a dit que mes cordes vocales étaient beaucoup trop fatiguées, qu'il fallait arrêter de chanter, et que ça reviendrait probablement pas, et certains disaient que ça reviendrait pas. Et voilà. Et là, du coup, c'est un peu un coup de massue parce que moi, depuis mes 10 ans, j'ai une carrière, quoi. Et je sais que à mes 18 ans, j'attends qu'une chose, c'est d'obtenir mon bac et partir à Paris, faire de la musique ou de la comédie musicale. Le chemin était tracé, quoi. Et d'un coup, à 17 ans, c'est plus ça, ce sera plus ça. Il faut trouver autre chose, quoi. Et pourtant, t'as continué. Après, ça d'abord, il y a une grosse dépression. Après, il y a du théâtre. J'ai fait du théâtre. Et ça me sert encore beaucoup aujourd'hui. Je m'en rends compte sur scène parce que j'ai été au conservatoire du 18e arrondissement et mon prof était l'ancien bras droit du mime Marceau. Il nous a fait beaucoup travailler le corps, la corporalité, le geste, l'importance de tout jusqu'au bout du petit doigt. Et puis la musique, ça re-rentre parce que je suis pas très heureux à faire ce que je fais malgré tout dans le théâtre. Je travaille sur beaucoup de pièces, je travaillais énormément. Mais je parle toujours de cette tristesse dans la douche le matin quand tu es au travail. Je sais pas, on a tous vécu ça, non, quand on a un taf qu'on aime pas trop. Et moi, c'était horrible parce qu'en plus, c'était le théâtre. C'était pas, j'allais pas à l'usine, tu vois, j'allais faire du théâtre et c'est beau, c'est de l'art, mais j'étais pas, il y avait quelque chose qui me manquait. Et du coup, je suis allé à Willow Green et j'ai vu 1000 artistes s'enchaîner devant moi sur scène et j'étais genre, mais c'est ça, en fait, je peux pas faire autre chose, c'est ça que je dois faire, quoi. Et donc, j'ai contacté un pote à moi qui faisait de la musique. Je lui ai dit, faut qu'on fasse de la musique ensemble. Je suis allé voir une phoniatre. Cette phoniatre m'a dit, qui vous a dit que vous pouviez plus chanter? C'est criminel. C'est horrible. Et j'ai repris. Wow. Voilà. Mes cordes vocales sont fragiles, mais elles peuvent s'utiliser de la manière dont je les utilise aujourd'hui. Donc, on parlait du théâtre. Pour toi, Johanna, je crois que tu as fait des études de cinéma. Yes. Et ça fait un peu sens parce que c'est hyper cinématographique, je crois, tes productions et ton projet. Est-ce que le cinéma, ça t'inspire dans la conception de tes albums? En fait, c'est plus... En fait, quand je suis entrée en option cinéma, c'était vraiment par curiosité. J'avais pas spécialement de fascination pour le cinéma. Mais j'ai une fascination pour les clips. Et en fait, au fur et à mesure de mes études, j'ai vu plein de films, plein de références, mais j'étais souvent touchée par la composition, la lumière, la composition de l'image, les mouvements de caméra. En fait, je pense que c'est vraiment le lien entre la musique et l'image qui me passionne plus que le cinéma en soi. Par exemple, je suis pas forcément attirée par les scénarios et tout ça. Enfin voilà. Même si je me suis essayée aussi un peu réalisatrice, machin, mais c'est vraiment le lien entre la musique et l'image qui me fait vibrer, quoi. C'était quoi vos goûts musicaux à l'adolescence? Autre que Lady Gaga, j'entends. Et moi Moi, j'étais un scandale. Pourquoi? T'es toujours un scandale. On aime être scandaleux.
Non, Johanna refait ma culture musicale Non. grandement, en vrai. Non, en vrai, Non. ça fait un moment que j'écoute des trucs très bien. Après, On a honte d'aucune référence. Je n'ai vraiment pas honte d'avoir été... L'étincelle d'L5, c'est chambé, hein. Oh, c'est charmé. Moi, j'ai été un immense fan de toutes les girly Disney. Ok. Et tard, Miley et ça, j'en Cyrus, avais Demi honte quand même. Lovato, Ouais, Selena Demi Lovato, Gomez. Selena, Miley Cyrus. T'avais une team un peu Toutes les BO de Camp Rock, High School Musical. Ah, bien sûr, mais j'étais comme toi. C'est que ça, moi. Bien C'est que ça. Camp Rock, Et c'est folie. Chasing Card, juste pour chialer. Vous voyez cette chanson qui est tout le temps dans Grey's Anatomy, je crois. Oui, je crois, elle est dans les c'est quoi 268 épisodes de Grey's Anatomy. C'est quoi? We'll do it all, chasing Ah oui, ok, cars, ouais. tu genre, vois. ouais. Très mélo. Très mélo. J'écoutais beaucoup de trucs comme ça. Après de la En pop, chialade, quoi. Britney Spears à mort. Ouais. J'étais un fan de Britney de ouf, toujours aujourd'hui. Ok. En mode poster, concert. Lady Gaga, oui. Lady Gaga de ouf. Mais après, les Disney Channel, je me cachais un peu. Moi, j'avais ça pour Rihanna. Ah Ouais, pareil. Ah, tu Où J'allais dire, ouais, pareil. enfin, j'ai fait un Stade de France, je suis arrivé à 8h du mat, quoi. Ah ouais, ça, j'ai Zanzan. jamais fait. Pour Ah oui, le- en mode concert, ouais. Ouais. Et Putain. c'était fou. Et une fois, Rihanna m'a bousculé Oh. au Et t'as concept dit store merci. Colette. Merci. Et elle m'a dit, excuse-moi, j'ai dit, mais marche-moi dessus. Ouais. Mais pas de J'ai galère. dit ça, il a Pedro Almodovar. Il m'a écrasé le pied. Il m'a dit, ah, pardon. J'ai dit, non, mais tu peux marcher sur l'autre. Bah, bien sûr. Et toi, Johanna? Camp moi, Rock aussi bah, Je t'ai vu un peu sourire. ouais, à Camp Rock. Bah, en fait, j'avais un pyjama Camp Rock et je regardais. Mais j'écoutais les chansons, mais j'étais pas fan de sa mère, mais juste, ça m'a accompagné beaucoup. Sinon, moi, j'écoutais grave Katy Perry. Genre, c'est Ok. trop bizarre. Enfin, le premier album, genre, en mode un peu rock bizarre, rock pop. C'était quoi, Teenage Dream? Non, c'est après ça. C'était l'album d'avant. Ouais. Ok. Ouais. Ça, Teenage Dream aussi de ouf. Et non, j'ai grave écouté Lady Gaga. J'ai grave écouté Mylène Farmer. Après, j'ai écouté... Mais Mylène, enfin, je trouve que ça se Ouais. ressent dans vos projets Ouais. communs d'ailleurs. Ouais. Mais moi, j'adore Mylène. Ouais, moi Est-ce que vous aussi, avez j'adore. déjà vu le live de Mylène à Bercy en 96 où elle est tout en Paco Rabanne, argentée? Je pense que j'ai déjà vu des. Il y a moyen, des ouais. extraits, Complètement J'ai vu insane. tellement de live de Non, mais C'était cette pour meuf, l'album Anamorphosé qui est déjà incroyable. California, tout ça là. Ouais. Et c'est fou furieux. Non, mais... Ouais, tu vois, en plus, quand tu vois Mylène, je comprends pas. Pardon, Comment hein. c'est fait pour être mainstream? Non. Ouais, mais surtout, comment. Ah, c'est chiant ce que Vas-y, je veux ma dire. belle. Comment on en est là aujourd'hui dans l'industrie musicale en France? Parce que elle est venue apporter quelque chose qui a eu tellement de succès et qui était tellement. Oui, mais elle s'est fait... En vrai, il y a plein de gens qui la détestent. Ouais, mais ça a marché, quoi, et ça aurait dû. C'est quand même une ça aurait dû faille dans le faire quelque système, quoi. chose à Grave. l'industrie Ça, c'est musicale, beau. ça aurait dû leur faire dire quelque chose, mais Mais non. non. Quel dommage. Écoute, Ce sera nous. ce sera nous. Mais d'ailleurs, je pense que les identités, et je voulais en parler, aussi multiples qu'elles puissent être, dans leur féminité, dans leur queerness et tout, sont très célébrées dans vos créations. Et c'est aussi pour ça que les mots comptent, que les productions expérimentales comptent, que l'image est aussi une manière d'incarner une certaine société. C'est une culture un peu flamboyante pour le coup. Est-ce que créer et s'incarner soi-même, c'est politique? Totalement. Oh bah oui. Aujourd'hui, ça peut que être politique et militant. Dans cette société, dans ce pays, c'est politique. Et on n'a pas le choix. Et je veux bien, j'arrive de moins en moins, mais j'arrive encore à comprendre le discours de vouloir justement pas incarner quelque chose de politique, mais de facto. Mais c'est pas ça l'est. possible. Même si tu ne veux pas le défendre avec militantisme, quand tu incarnes la liberté, quand tu incarnes la queerness, quand tu incarnes la féminité, c'est politique aujourd'hui. Parce que Totalement. ce sont des gens qui n'ont pas de liberté totale dans cette société. Y a-t-il des moments où vous vous êtes excusé d'exister et est-ce que c'est toujours le cas parfois? C'est grave Moi, dur. Bah moi, toute ma vie aussi. Ouais. Non, je pense I que feel you. ça fait 1 an que j'ai arrêté de m'excuser d'exister. On a le même timing. C'est dans mon histoire de
de mon identité aussi, que forcément je me suis beaucoup excusée d'exister jusqu'à mon coming out. Après le coming out, il y a quand même un bon 6-7 ans à déconstruire la carapace sociale que j'avais créée pour survivre à l'enfance, à l'adolescence, à l'école. Faut arracher la peau, quoi. Parce que je suis pas cette personne, je le sais, je le sens. Pourtant, j'ai fait mon coming out. Qu'est-ce qui se passe? Même après mon coming out, je crois que j'avais encore parfois des pensées un peu, homophobes, presque phonophobes. C'est un process. C'est un process tellement long, tellement dur. Des fois, je digresse un peu, mais des fois, j'aimerais qu'on nous accorde ce temps-là aussi, à nous, les personnes queer qui font ce travail, parce que c'est difficile de traverser ça et en même temps d'avoir des projets, de travailler, de construire sa vie. Et moi, ça a été très long. Pardon, je suis un tout petit peu émue. Ouais, je comprends. Parce que maintenant j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Du coup, j'ai pas l'impression d'avoir eu le même timing que les autres. Non, faut pas comparer. Non, c'est sûr. Mais enfin bref, voilà. Du coup, je pense que ça fait 1 an que je me sens très libre d'être la personne que je suis et très bien aussi. Et je m'excuse plus du tout d'être là. C'est passé par la colère aussi. J'ai été très en colère. Je le suis encore aujourd'hui. Et c'est ma plus grande amie aujourd'hui, cette colère, parce qu'avant je me l'autorisais pas. Alors que j'ai le droit d'être très fâché. Et voilà. C'est trop beau ce que tu dis. Je suis en train de pleurer. Je suis grave, ouais. Parce que je relate à 100%. Ouais. Bah, moi aussi, d'une certaine manière, je relate, de ouf aussi. Et je pense que moi, quand je commence en fait plutôt depuis 1 an à entamer le processus. Donc j'ai encore 17 ans. Non, je suis vraiment en mode, je commence à plus m'excuser, mais j'ai toujours des moments où je m'excuse d'être là parce que y a pas, j'ai l'impression que y a pas, parfois il y a pas de place. Enfin, on te donne l'impression qu'il y a pas de place, que t'as pas de place pour être différent, pour être et moi toute ma vie je me suis sentie différente et j'ai jamais trop eu accès à d'autres personnes différentes jusqu'à un certain âge et ouais, ça prend du temps. En vrai, ça prend grave du temps. Ça prend du temps. Et c'est jamais aussi vraiment fini parce que moi, parce que je suis pas du tout au bout d'un processus de découverte. J'ai encore beaucoup de choses liées à mon identité aussi. Ça finit jamais. Une fois que t'as fini le processus, t'es genre, ça redémarre. Le genre? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, suis-je véritablement un homme? I don't know. Donc, mais c'est plus doux maintenant, ça va. J'ai traversé déjà suffisamment pour savoir que déjà on s'en sort, on va mieux à un moment donné. Donc c'est important de faire l'expérience de la guérison aussi, au moins un endroit pour se rendre compte qu'après tous les chemins ils mènent à ça. Et donc c'est moins douloureux. Tu peux tout affronter. Ouais, c'est ça. Comme les ruptures. La première rupture, on a l'impression qu'on va jamais survivre, mais la deuxième, on est en mode genre je sais que c'est dur, je sais que c'est douloureux, mais je sais aussi qu'en fait ça va aller, quoi. C'est quoi votre définition de la flamboyance? Pour moi, personnellement, c'est la queerness, d'être flamboyante. C'est après dans la queerness, évidemment, je mets la liberté. Peut-être qu'être flamboyant, pour moi, c'est être libre. Et du coup, un peu briller de cette liberté. Ouais. C'est beau. C'est beau. Ouais. Pour moi, la flamboyance, c'est genre incarner la passion, genre vibrer d'être soi et d'être libre. Et en gros, c'est fierce de ouf pour moi, la flamboyance. Ouais. Je reçois beaucoup de drague dans Flamboyante de base. Est-ce que vous avez regardé la dernière saison de Drag Race France? Yes. Ok. Vous aimeriez être invité dans le jury? Grave, mon rêve. On lance un petit... Invitez-nous, mes belles. Ok. Mais oui, ce serait quoi votre nom de drague? Alors attends, moi j'en avais un. Attends. Ouais, c'est un Caméra Obscura. Un truc genre... C'est pas mal, Caméra Obscura. Ce qui me perd, c'est que je crois qu'il y avait flamboyante dedans. Mais ça, c'est sublime, si tu me dis ça. Flamboyante, Glamazon, un truc comme ça. Oh, waouh. Ouais, je crois que c'était un truc comme ça. Okay. Et elle, c'était
Arroganza, parce qu'elle était super arrogante. Elle disait ça. Arroganza something. De l'Amazon, maybe aussi. Peut-être on tient quelque chose. Moi, je suis content que vous soyez là parce que j'ai de plus en plus envie d'évoquer un aspect de la flamboyance qui s'insère un peu dans le sensible, parce que je trouve que parfois on oublie que le sensible, c'est hyper flamboyant aussi. Et j'ai l'impression que la sensibilité et la vulnérabilité sont pas mal mises en avant chez vous, dans votre travail. Qu'est-ce qui vous rend sensible? Tout. Exister. J'ai l'impression que la sensibilité, c'est un chemin qui s'est fait entre physiquement ce que tu peux ressentir avec tes émotions et ta vision des choses. Et je pense que ça naît aussi peut-être de l'enfance, ouais, je sais pas, c'est ton rapport à. Enfin, moi, pour moi, ma sensibilité, c'est vraiment comment dire, c'est une fine couche qu'il y a autour de moi et qui en fait est touchée à la fois par ce qu'il y a de l'extérieur et à la fois parce que moi j'émane de l'intérieur. Et c'est vraiment genre une membrane, quoi. Et elle est très très fine pour ma part. Ouais. Je confirme. Et vous pensez qu'on est avec? Oui, j'ai envie de croire que tout le monde naît avec beaucoup de sensibilité. Après, je pense que l'enfance, elle est très importante pour la sensibilité et qu'elle peut s'éteindre à ce moment-là. Ça se rallume. Moi, je pense qu'il y a vraiment un moment de ma vie où j'étais plus sensible du tout. Mais parce qu'il fallait tout éteindre vu que j'avais rien travaillé de tous les traumas et tout ça. Et j'ai ouvert la porte hyper violemment il y a 3 ans. Mais c'est je sais pas comment on peut dire, c'est doux amer la sensibilité parce que des fois c'est trop beau, faut savoir la gérer, ouais. Ouais, en fait, c'est une relation aussi. Ouais. Enfin, ça peut être handicapant d'être sensible, surtout quand dans le monde d'aujourd'hui là où, enfin là en plus on habite dans une capitale, il y a plein de gens, il y a plein d'énergies différentes, il se passe des choses de plus en plus sombres dans le monde et c'est dur d'être sensible en vrai. Et en même temps, je pense que c'est une énergie que tu peux transformer en force pour nourrir des choses en toi, pour vivre ta vie et enfin voilà, c'est vraiment moi je trouve que c'est un vrai moteur. Mais ça vaut le coup, quoi. Ouais. C'est un moteur. C'est un truc d'humain, enfin je sais pas, genre. Ouais, c'est ça. Puis je pense que dans nos travails, c'est un moteur nécessaire. Ouais, c'est ça. Enfin, dans l'art, en tout cas moi, ce qui n'est pas sensible me touche pas du tout. Pareil. Est-ce que vous avez déjà dévié de cette création authentique? Est-ce qu'il y a des moments, que ce soit par peur, insécurité, doute, ou alors par quête du succès, ou parce que l'industrie? Moi, je me souviens de m'être posé la question, vraiment moi et moi-même, dans mon appartement, à un moment après mon premier EP, quand il est sorti. Et après des remarques aussi. Et je me suis demandé, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une musique à laquelle je serais pas sensible, mais qui va marcher, ou enfin qui aura plus vocation à marcher dans l'industrie française, ou alors est-ce que je vais à fond dans ce que je voudrais vraiment sincèrement faire, encore plus que ce premier EP, et je fais le deuil un peu de, en tout cas un parcours assez simple de playlist radio, radar Spotify et j'ai fait le choix de rester authentique parce que je sais que j'arriverai jamais à défendre sur scène, qui est vraiment l'endroit sur lequel je défends une musique que j'aime pas. Mais d'ailleurs, je me souviens, je crois que tu m'avais raconté, je crois que t'en parles sur scène, que ton titre Cherry Pop, personne voulait que tu le sortes. Personne. Pourquoi? Et pourquoi tu y as été surtout après, du coup? Le label voulait pas. Après, moi, j'étais certain de ce titre, mais vraiment. Et j'ai un peu forcé pour le faire sur scène. Donc je l'ai fait sur scène et il y a eu un tel truc qui s'est passé dans la salle, du public, mais aussi de mon équipe qui a compris la chanson une fois qu'elle avait été jouée sur scène. Et c'était un genre, ok, d'accord. Et je crois que ça a été un peu un tournant aussi dans nos rapports. Après, j'ai plus tout à fait cette même équipe-là. Et c'est le moment où aussi il y a une confiance qui a été donnée sur la valeur artistique, mais aussi la valeur de stratégie aussi. Je savais qu'il fallait sortir cette chanson. Oui, c'est l'intuition, genre. Ouais. Toi, Johanna, t'as dû souvent te battre pour suivre ton intuition? Ouais.
En fait, déjà, c'est un combat intérieur parce que moi, comme chérie aussi, j'ai eu ces réflexions. Peut-être que je les ai même. Enfin, la décision est prise dans ma tête. Évidemment, c'est la même que toi, c'est suivre être authentique. Enfin, de toute façon, je peux pas faire autrement. Mais c'est vrai que parfois, on se pose la question parce que voilà, il y a des trucs extérieurs, il y a envie de reconnaissance, il y a envie que le travail qui a été effectué soit un minimum pris en compte par l'industrie de la musique, parce que par là, il y a aussi un moyen d'expandre le public, de toucher encore plus de gens et de gagner sa vie aussi, parce que voilà. Et en fait, plusieurs fois, ça m'est arrivé de pas suivre mon intuition sur certains trucs, et en fait, je me suis toujours repris le truc, et ça n'a jamais été bénéfique pour moi, et donc bénéfique tout court, parce que si pour moi c'est pas bénéfique, ça ne l'est pas en fait. Enfin, c'est pas possible de défendre quelque chose qui te correspond pas, c'est toxique en fait. Enfin, moi je peux pas, je peux pas enfin, c'est pas possible de prétendre. Enfin, je sais pas, genre non, enfin c'est pas possible. Donc maintenant, moi depuis, surtout avec le dernier album, j'ai que suivi mon intuition sur le choix des singles, la stratégie, l'image, voilà. Enfin, tout a été fait avec mon intuition, et j'ai bien fait je pense que j'ai bien fait. Ouais. Oui, à la fin, on est d'autant plus fiers d'ailleurs. On n'a est pas fait de concessions. même malgré parce que souvent aussi, quand on prend cette décision, c'est Ouais, t'es tout seul 4 fois sur 5 des coups d'épée dans l'eau aussi, parce que... Non, je suis pas d'accord. En fait, sur le moment, t'as l'impression que c'est des coups d'épée dans l'eau, parce que y a pas un effet, parce que nous, notre intuition, elle est pas marketing. Enfin, la plupart du temps, c'est pas marketing. Mais par contre, je pense que le fait de suivre son intuition, ça construit quelque chose de solide dans le temps, qui fait que t'as des vrais piliers, et tu construis ta carrière et ta fanbase et ton art de manière beaucoup plus solide. Chérie, qu'est-ce que Johanna a de plus flamboyant? Son talent. Très Merci, bien. ma belle. Johanna, qu'est-ce que Chérie a de plus flamboyant? Attends, ça me stresse. Parce que j'ai plein de mots qui me viennent dans ma tête. Wow, faut que je trouve le bon. Franchement, en vrai, c'est tout. Non, mais tout de toi. Genre tout. Genre ta manière de t'incarner dans les aspects de ta vie. Dans tes combats, dans ta musique, dans tes amitiés, enfin, je sais pas. Voilà. Je sais pas comment dire, mais c'est trop beau. Pour pas pleurer. Fin chialade, hein, Question très feel good et rapide. Allez. Ouais. Qui est la plus grande pop star de ces dernières années, et pourquoi Rosalia? Ouais. Non, mais c'est ça. C'est tout. Punta. Punta. Ouais. Vous l'avez déjà vu sur scène? Non, mon rêve. 3 fois. Quoi? Je l'ai vu 2 fois. Tu l'as vu où? Je l'ai vu à Willow Green, je l'ai vu à Playel, et je l'ai vu à Bercy. J'étais à Will of Green, qui était la meilleure édition de Will of Green. Il y avait vraiment toute la terre entière. C'est l'année où j'ai Christian de Queens, Lolo Zouai, FKA Twigs. FKA Twigs, c'était fou. Ma plus grosse claque de ce festival. Rosalia, c'était fou. Et je l'ai vu à la salle Playel aussi. Trop bien. Et ça, c'était aussi incroyable. Ouais. Et à Primavera cet été. Aïe. T'es allé à Primavera? Oui, j'y retourne cette année en plus. C'était assez fou. Non, mais c'était assez fou. Bah, venez! Venez, on y va ensemble. C'était assez fou. Il y avait Rosalia, c'était incroyable parce qu'en plus elle vient de la banlieue barcelonaise, donc il y avait vraiment tous les gens locaux étaient là. C'était un peu leur resta, quoi. C'était leur moment. Donc c'était assez fou en termes de communion. Et Caroline Polachek, c'était fou furieux parce que c'est ma passion. Oh my god, moi je l'ai vu à la salle Playel, j'ai pleuré, genre c'est trop. Et moi je l'ai jamais vu. Moi j'ai jamais réussi à avoir tout la fête. C'est parfait. À Playel, je n'y suis pas allé parce que j'étais en session studio qui se passait trop bien. Non, je rigole. Bah non, mais ça ça valait le coup. T'as fait la perfection, genre. Bah non, mais elle est incroyable. Non, c'est vraiment ma ref en termes les termes de prod. Pour moi, la référence, c'est Caroline Polachek. Je trouve que c'est trop. Mais je pense qu'aujourd'hui, les espèces de synthé. Oui, mais bien sûr. En même temps, franchement, il y a pas longtemps, là, j'ai réécouté son album Peng. Ouais. Mais en fait, elle est trop smart. Enfin, ses textes et comment c'est, je sais pas, genre. Ouais. L'approche est folle, ouais. Mais, enfin, en fait, très singulière. Genre, c'est parfait. Enfin, je sais pas, genre.
La Ça- maîtrise. Cette voix, en fait, moi, j'ai tout de suite accroché avec Caroline Polachek parce que sa voix, et d'ailleurs, elle a fait une reprise de ce groupe. Ça m'a tout de suite amené à un truc d'enfance où mes parents, ils écoutaient beaucoup The Cars. Est-ce que vous voyez ce groupe irlandais? Je connais pas du tout. Ah ouais, putain. Ouais. Où ça faisait genre Go on, leave me breathless. Elle l'a repris en plus, Ouais, celle-là. ouais. C'était mes highlights de Primavera avec Christine and the Queens. Dont le dernier album est incroyable. Moi, je l'ai écouté cet album. J'étais sur la plage en Espagne. J'ai mis dans mes oreilles Ouais. et je suis parti, mais en méditation presque. J'ai l'impression d'avoir fait un voyage astral. Bah, en c'est écoutant. deep. Mais on en revient, je crois, à la perception que j'en ai, et c'est ce qu'il dit aussi quand il prend la parole. On en revient à l'authenticité de la création, quoi. Ouais. Enfin, Mais là, tu c'était sens la vraiment brut. ça le mood, quoi. Oui. Mais c'est Mais- c'est un parcours qui est, merci d'ouvrir la Ouais, voie, ouais. en fait. Genre, merci. Oui, et en plus, il incarne depuis le début une espèce de, Ouais. de façon de concevoir la musique qui a ouvert la voie à plein d'artistes derrière, quoi. De fou. C'est clair. Voilà, c'était un petit shout-out à Chris. Shout out. Je veux absolument que Red soit dans Flamboyante, d'ailleurs. Comment vous pensez, d'ailleurs, respectivement l'un et l'autre, la direction artistique, l'image, les couleurs qu'on prend de vos projets, les vidéos? Moi, ça vient un peu quand je fais la musique. Enfin, en fait, Ouais. quand j'écris et quand je suis en plein processus de création, j'ai écrit dans un carnet mes idées, les images qui me viennent, l'univers que j'ai dans la tête quand j'écris les textes. Et ensuite, une fois que c'est fini, en fait, je reviens à ça et en fait, généralement, je fais ce que j'avais en tête déjà dès le début. Tes premières intuitions sont souvent les bonnes. Ben ouais, je crois. Mais les images qui viennent en C'est ça, studio ouais. aussi, elles sont importantes. Oui, parce que en fait, c'est des images que tu crées avec l'émotion que tu mets dans ta voix. Ouais. Et je sais pas, et en fait, ça va ensemble. Parce que si t'as ressenti ça quand t'as chanté et que l'émotion qui ressort de la chanson correspond à des images que t'as eues dans la tête, si tu les fais en clip, forcément, il y a. Bingo, tu vois, ouais. ouais. Ouais, moi, j'ai grave ça Après, aussi. des fois, si c'est des moments, genre, pour une DA plus globale d'un album ou une idée aussi globale, ça vient, je sais pas si ça te fait ça toi-même. Ça vient à un moment, genre, trop bizarre, genre, pas du tout opportun, des fois. Mmh. Je t'es en train de lire un livre et d'un coup, l'idée monte et toi, Ouais, genre, de ouf. et puis, Ouais. alors, c'est vraiment le moment où tout se débloque et tu commences à bosser pendant Ouais. 4 heures. Grave. Tu vas faire un mood board et tout vient d'un coup et toi, genre, Et après, c'est bon. bon. Infos, t'arrives même plus à les traiter, genre. Ouais, non, mais c'est me fait ça. toujours ça. Des fois, tu as un trou pendant genre 3 mois en mode. Tu sais pas où tu vas, genre avec ta DA et tout, et puis d'un coup, hop, genre Ouais, tout se débloque. les éléments clés se débloquent, quoi. Mais alors, ça c'est intéressant parce qu'on va y venir, c'est-à-dire que dans Chéri Pop, Journal de création, qui est un podcast produit par Laura Larman, qu'on salue grandement et qu'on connaît tous ici, où tu reviens là sur la création de ton EP, tu dis ces mots, je te cite, j'étais très triste à ce moment-là. Enfin, non, tu reviens, pardon, sur Torrent de larmes, Ouais. qui est votre feat. Et tu dis, j'étais très triste à ce moment-là. Johanna aussi, et Nino Vella, qui a co-composé le morceau également. Ça m'a guéri de travailler avec Johanna. J'ai été à un moment de la création où je n'arrivais à ne plus rien écrire et je me suis rendu compte que chacun avait sa méthode. Et ça, c'est toujours intéressant, ce que vous parliez, quand les choses se débloquent. C'est toujours intéressant d'entendre ce processus. Moi, je sais que personnellement, par exemple, j'ai vraiment des périodes où c'est hyper compliqué d'aboutir à quelque chose, de poser des mots, d'avancer sur un projet. Et j'ai du mal à avoir une méthode justement pour me dire ok, là tu vas réussir, c'est le moment où tu t'y mets et ça va y aller, quoi. Et je crois que parfois effectivement ça arrive dans des moments un peu imprévus. C'est vrai, hein, on n'a pas forcément le contrôle en fait de ce qui émane, ce qui Quand sort. tu lâches prise en fait, parce que tu penses à autre chose. C'est quoi votre process de création à chacun de vous? Et est-ce que c'est toujours le même d'ailleurs? Est-ce qu'il est, je sais pas, solitaire, collectif? Est-ce qu'il arrive la nuit, le jour? Moi, j'ai vraiment pas de process, à part peut-être un peu plus en studio maintenant, mais parce que je sais ce qui fonctionne mieux pour moi, mais pour compléter ce que j'ai dit, parce que je voudrais compléter ce que j'ai Complète. parce que je suis pas allé au bout enfin, 1 an plus tard, disons que, en fait, pour moi, le fait que tout le monde ait sa méthode, ça veut dire, ça s'annule, en fait. Moi, ça veut dire que la méthode n'existe pas. Et que, du coup, c'est que inné, c'est que comme toi tu fais, qui est ta méthode, du coup, de facto. Il y a genre zéro bonne façon, quoi. Voilà, il n'y a pas de bonne façon. C'est comment toi de faire. Il faut surtout pas utiliser la méthode des autres aussi, du coup, parce que c'est pas la tienne, c'est sûr et certain.
Et c'est ce que ça m'a apporté de travailler avec Johanna. Johanna, c'était le premier feat que je faisais, donc ça m'a marqué. Et ensuite, j'ai travaillé avec Chila, j'ai travaillé avec Lord Esperanza, Kalika, et même les autres compositeurs avec qui je me suis retrouvé en studio, ou des amis qui me parlent de comment ça se passe. On travaille, aucun ne travaille de la même façon. Aucun. Et c'est beau à regarder aussi, c'est beau être témoin de ça, parce que du coup, moi, ça m'a beaucoup calmé. Je me posais énormément la question de la méthode. Genre, j'en ai aucune. Ouais, est-ce que t'es assez efficace? N'importe quoi ce que je fais. Et ça n'a pas de sens. Et de toute façon, personne va comprendre ma musique. Et, enfin, alors qu'au final, non, faut vraiment faut se calmer, globalement. Faut lâcher prise. En fait, c'est la conclusion de tout l'épisode, c'est de lâcher prise. Non, mais vraiment, hein, c'est franchement. souvent ça le problème. Vraiment, putain, j'aimerais tellement. Grave. Et puis, en plus, il y a tellement de fois où on nous l'a dit, mais lâche prise, mais calme-toi. Et en fait, c'est pire. La personne. Non. Quand tu fais pas ta propre expérience de ton lâcher prise et de ton calme. Bah, en vrai, pareil, moi, j'ai pas de méthode, mais j'ai un pattern. Enfin, je reproduis toujours le même truc. Par exemple, quand je sais que genre, par exemple, je me dis, ah là, il faut que je fasse un projet, je sais pas quoi, ou que j'écrive un son, ou que je finisse cette compo que j'ai commencé, nan. Et quand je suis vraiment en mode, et je m'acharne, et que j'y arrive pas, ça marche pas du tout. Et donc, souvent, je sais pas pourquoi, la vie fait que j'ai une opportunité de faire quelque chose pour quelqu'un ou d'autre, ou m'occuper rien à voir, pas moi, genre juste focus sur quelqu'un. Et bah, je reviens 2 jours après, j'écris 3 chansons. Ouais. Parce que j'ai lâché prise sur la volonté d'avancer sur le truc. Mais je m'en suis même pas rendu, mais sans me rendre compte, c'est ça aussi. Il faut mindfuck ton cerveau pour pas qu'il comprenne que tu lâches prise. Enfin, voilà, c'est n'importe quoi. Mais c'est vraiment ça. Et sinon, bah après, non, moi j'ai pas de méthode, elle change tout le temps. Enfin, maintenant je compose et j'écris avec juste une ligne de mélodique. Et puis j'écris 2 semaines après, en fait, je finis. Des fois, je fais tout d'un coup. Puis après, je reviens dessus. En fait, j'ai tout enlevé, je refais tout. Franchement, c'est pas. Ça vous arrive changer de méthode. Moi, j'ai tout bêtement, d'un projet à l'autre. Toi. Mais c'est parce que avant, je composais pas. Je faisais une top line efficace. Enfin, fallait qu'à la fin de la session, il y a un morceau, quoi. Donc c'était un peu. Ouais, c'était genre en mode méthode rap, quoi. Mais aujourd'hui, je prends vraiment le temps de moi poser les accords, et donc j'ai le temps mais du monde pour chercher la mélodie et les mots, et en fait forcément ça change tout, quoi. Et les textes parfois ils viennent avant la prod? C'est rare. J'ai l'impression que c'est super rare. Ouais. Toi t'as grave ça, ouais. Tout mon premier EP, un peu du deuxième, j'avais tous les textes dans mon téléphone parce que j'écris beaucoup de poésie, et donc j'écris ou un journal et j'écris sur mon tel dans mes notes, et du coup après quand j'étais en studio que j'avais une mélodie, j'allais chercher dans ces textes-là. Maintenant, ça a un peu changé. J'écris en studio ou j'écris aussi après, je me fous plus trop la pression à sortir du studio avec une chanson. Avant, j'avais besoin que ça sert à rien. J'avais besoin d'aller en studio, et au bout après ces 6 heures de studio, je ressortais avec une chanson. Sinon, j'étais pas. Mais là, aujourd'hui, non, je m'en fiche. Je pose une mélodie. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, on fera la prochaine fois. Envoie-moi la mélo, j'écrirai le texte chez moi parce que je me sens mieux à écrire chez moi. Je prends plus de temps maintenant. Et quand c'est un texte que t'as déjà, tu arrives en studio en mode j'ai envie qu'on trouve comment mettre en musique ce texte, ou tu fais une prod et tu penses à un texte que t'avais déjà écrit? On fait ça. On fait une prod. Les accords vont me donner plus une couleur de texte, et du coup, je vais aller chercher dans un truc où je sais que ça passera mieux. Du coup, tu le retravailles, non? Parce que, alors moi, j'écris un peu secrètement, je fais des trucs dans ma chambre encore. Mais, par exemple, en fait, j'ai une aisance à écrire, alors qu'en fait, je suis pas du tout un nerd de la prod, donc je galère de ouf, tu vois, mais c'est normal, c'est le process, quoi. Et au final, quand j'arrive à un truc qui je trouvais une prémisse d'un truc un peu cool, quand je veux poser un texte que j'ai écrit dessus, en fait, je dois tellement le retravailler. Enfin, parce que en fait, la phrase rentre pas. Généralement, c'est beaucoup trop verbeux et on raccourcit. Enfin, moi, je raccourcis beaucoup. Tu vois, parce que j'écris beaucoup au démarrage. Et en fait, ça rentre pas, quoi. Ça fait comme un entonnoir, mais du coup, t'as l'essence de ce que tu voulais dire. Je crois que c'est ça qui est intéressant aussi dans cette façon de travailler. C'est que du coup, tu charcutes un peu, mais ne reste que ce qui compte. Citez-moi un film qui vous inspire.
Moi, c'est Checking Express de Wong Kar-wai. Ok, que je ne connais pas du tout, que je vais aller découvrir. Oui, c'est incroyable. Moi, c'est Camp Rock. Twilight. Grave. Non, moi, c'est dans l'esthétique qui est en train de m'inspirer beaucoup. C'est Suspiria. Ok. Putain, j'ai toujours pas vu, j'ai peur de le regarder toute seule. Il est trop badant. Ouais. Après, Anything avec Tilda Swinton. Elle est Incroyable. iconique. Enfin, C'est l'actrice qui a la carrière la plus genre parfaite. Ouais. Je regarde pas un film avec elle où je suis un genre, non, tu l'as bof. Même Narnia, j'adore Narnia. Mais c'est trop bien Narnia en vrai. Oui. Et puis, j'ai montré un film. Ah, mais tu l'as pas regardé, toi. Je vous ai montré un film au Nouvel An, mais t'étais fatigué, t'avais dormi. Mon film préféré, c'est The Hours. Oui. Avec Meryl Streep, Julianne Moore et Nicole Kidman. Ça parle tellement magnifiquement des femmes et de l'enfance enfin, c'est sublime. Qui aimeriez-vous entendre à mon micro? Ça peut être personne parce que l'interview était claquée au sol. Hein. C'est complètement... Du coup, Redcar, Ouais, Ah. de ouf. clairement. Ouais, entendre Redcar parler de processus artistique. Ouais. Ouais. Et on pourra continuer de parler de lumière. J'aimerais entendre Sophie Calle à ton Bien sûr. Ça, ce serait sublime. Mm. Merci Johanna. Merci chérie. Merci. C'était bien, on était doux aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir écouté Flamboyante. J'espère que vous avez aimé la discussion. Je remercie encore Chérie évidemment et Johanna d'être venues. On peut la continuer sur les réseaux sociaux, les liens sont en description. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour bien sûr recevoir la notification du prochain épisode. Partagez-le à balle, j'en ai besoin et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre application. Ça aide grandement la visibilité du projet. Je vous dis à très vite, je vous embrasse. Un camion passe, je suis sûr que ça va niquer ma prise. Tant pis, je la laisse comme telle. Bisous.